Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés, une vidéo atypique. Je m'explique. Nous sommes là, ce soir, à Paris, le 27 juin 2024. Mais ce matin, j'étais à Besançon, au congrès de la FNCCR, pour traiter des questions de responsabilité en matière d'eau potable face aux sécheresses. J'ai trouvé le sujet intéressant. J'ai pas été le seul à le trouver intéressant et ils m'ont autorisé à en parler avec vous et à en faire une petite vidéo plus courte, plus simple que ce que j'ai évoqué ce matin. Allez, hop, on y va, parce que je pense qu'il y a 2-3 choses intéressantes. Face à cette préoccupation de la raréfaction de la ressource en eau potable abondante et de qualité, il y a des actions en amont. On va restreindre, on va fermer le robinet de l'urbanisme pour fermer le robinet de l'eau. Mais bon, avec des objections contradictoires. Et en cœur de crise, il y a 2-3 petites choses à voir. Et puis évidemment, en aval, on a la responsabilité. Mais pour lequel la responsabilité indemnitaire cache la forêt du pénal. D'abord, en amont, jusqu'où restreindre ? À la base, on peut se dire, je peux refuser un permis de construire si cela entraîne une extension du réseau public, sauf auto-alimentation, pour schématiser à sa outrance. Oui, mais c'est une schématisation à outrance, justement. La jurisprudence est plus subtile que ça. Je vous ai mis, n'hésitez pas à mettre sur pause, plein de références. Alors vous allez me dire, oui, mais on a un droit à l'eau dès qu'on est de toute manière dans une zone où il y a de l'eau potable, dans le cadre du schéma. Oui, mais d'abord, les schémas, il y a une date butoir qui est 31 décembre 2024, mais pour les comités de communes, il y a des petits délais. Et tant que ça n'est pas adopté, on peut accepter ou refuser en fonction de ce que nous a dit le Conseil d'État, voire aussi la CA de Marseille, ici les références, en fonction du principe d'égalité et puis des paramètres de coût, intérêt public, conditions d'accès, etc. Bon, il n'en demeure pas moins que si je suis en zone U, si je suis en zone urbanisée, il va être très difficile de refuser un permis quand bien même on n'aurait pas encore fait son schéma. Et puis, rappelons qu'on a aussi un accès à l'eau en fonction du diagnostic territorial et l'obligation de respecter un principe d'égalité. Si je refuse à certains et pas à d'autres, bon, voilà. Mais quid dans ce cas ? Si on se dit, non mais j'ai vraiment plus d'eau, moi, je peux plus délivrer des permis de construire. Eh bien, à ce moment-là, il y a 3 séries d'arguments juridiques opposés par les services municipaux ou intercommunaux pour refuser. D'abord, des prescriptions spéciales, voire le refus si de telles prescriptions sont impossibles. Dans ce cas-là, les professionnels, là vous avez tout de suite reconnu l'article R111-2 du Code de l'urbanisme, mais il va falloir vraiment, alors le juge a pu accepter que ça concerne des refus de faute d'eau potable, c'est Anne Marseille 2019 qui s'affiche à l'écran par exemple, mais il faut vraiment essayer de faire des prescriptions techniques et justifier que si on n'y arrive pas, alors on va glisser vers une possibilité de refus de permis en matière d'eau. Quand on a eu l'arrêt du Conseil d'État du 26 juin 2019 qui s'affiche à l'écran, numéro 412 de 424, on arrivait à un mode d'emploi qui rendait ceci quand même assez limité. La porte est étroite. Il faut vraiment qu'on bâtisse des prescriptions spéciales répondant à une exigence et ce n'est qu'à défaut de même pouvoir en passer par là qu'on va pouvoir refuser un permis de construire. Attention, je le refuse, très bien, je consommerai pas l'eau, très bien. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas d'indemnisation à donner à celui qui a acheté un terrain, qui est en zone nue et qui croit qu'il a le droit à l'eau, évidemment. Donc lui, il faudra sans doute l'indemniser. Dieu merci pour l'instant, il y a encore assez peu de recours sur ce point. Dieu merci du point de vue des collectivités publiques, bien sûr, qui sont nos clients. Et là, de ce point de vue-là, je vous ai mis quelques références qui conduisent à une certaine prudence en italique. Et la dernière, vous voyez en bas, le théâtre Toulon du 23 février 2024, qui est là, qui n'est qu'un théâtre, mais qui est une décision très intéressante sur ce terrain. Autre élément, appréciation au cas par cas, mode d'emploi, c'est le L111 du Code de l'urbanisme, qui va permettre non pas tant de dire non, que de différer, donner des délais, refuser en attendant qu'on n'ait pas l'eau, etc. Je simplifie, c'est un peu plus subtil que ça. Troisième base juridique fragile, consistant à dire je peux pas parce que sinon j'aurai pas une pression suffisante pour ma défense extérieure contre l'incendie dans mes poteaux incendie. Oui, enfin c'est à manier avec précaution parce que si vous développez cet argumentaire-là en disant je suis déjà limite, le jour où ensuite vous avez un incendie avec une maison brûlée ou pire, il sera très difficile de dire que c'est pas de votre faute si les pompiers peuvent trouver des mails où ils vous demandaient déjà de toute manière d'augmenter la pression. Donc attention. Bon, évidemment que derrière tout ceci, il y a des objections contradictoires.
on veut limiter l'urbanisme, c'est le ZAN, mais tout le monde a envie de construire et les communes ont envie de connaître une certaine croissance. On veut pas augmenter les tarifs, mais on a des taux de fuite et plus on développe de linéaire, plus on aura des problèmes évidemment de rendement, etc. Je sais, c'est compliqué, oui. Passons maintenant à la deuxième phase. On est en cœur de crise. Eh ben, on va faire quoi? Bon, premièrement, on va se rappeler qu'on a des problèmes de quantité et de qualité qui sont pas toujours si faciles que ça à dissocier. Premier élément, qui font qu'on a quand même une obligation de fournir. Deuxième chose, pensez à regarder le plan hors sec propre à chaque département. Il est étonnant de voir qu'en cas de crise, des services des eaux n'ont pas tous mis en place une adaptation au plan hors sec de chez eux et demandé des adaptations en fonction des caractéristiques qui leur sont propres. Sur les usages non domestiques, faites évoluer vos règlements de service. Si contractuellement vous êtes engagé à donner de l'eau, y compris aux éleveurs, peut-être que vous pouvez prévoir qu'en cas, non pas de plan sec, mais de phase intermédiaire quand c'est un peu chaud, vous aurez le droit de cesser de donner de l'eau à certains types de compteurs, par exemple, qui sont des compteurs à usage agricole, qui donnent de l'eau potable. On n'est pas, en train de parler de double compteur et de double réseau. Mais qui vous permettront de limiter certains de ces compteurs à charge pour les exploitants d'avoir fait de l'auto-alimentation. Pareil pour un certain nombre d'autres usages. C'est compliqué, mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Est-ce qu'à terme, on va pouvoir dire que on peut limiter les débits en phase intermédiaire à 50 ou 100 litres par jour et par personne et par maison? Ça nécessite des fichiers qu'on n'a pas, ça nécessite des règles de droit que nous n'avons pas. Je suis persuadé qu'on finira par y venir dans un certain nombre de cas. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors, ça nous conduit aussi à une question de la force majeure, qu'on verra tout à l'heure par les questions d'indemnisation, mais qui s'apprécie également sur ces questions d'intervention d'urgence. Une urgence, c'est imprévisible et irrésistible, et ça exonère ma responsabilité. Est-ce que je peux encore dire que je suis dans une situation irrésistible? Oui, mais imprévisible? Non. Quand je dis qu'il y a un réchauffement climatique et que la gestion de tout ce qui est hydraulique n'est pas tout à fait la même chose qu'il y a 30 ans. Non. Que le temps d'adaptation financier, technique et politique, humain, ne soit pas aussi rapide que l'adaptation que nous connaissons sur notre planète, c'est un peu une évidence. Mais de là à dire que c'est imprévisible, c'est difficile. Et pourtant, ça l'est. Pourtant, ça l'est. Et moi, comme avocat, évidemment, je plaide que ça. Et c'est légitime et c'est sincère. Parce que on se retrouve avec des situations. Mais attention, vous allez retrouver des études chez vous d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, qui seront alarmistes sur l'état de la ressource et qui vous seront utilisées aujourd'hui contre vous en disant qu'avez-vous fait entre-temps? Du coup, ce n'est plus imprévisible. Donc, mon conseil, faites ce que vous pouvez pour montrer que vous adaptez au maximum en l'état des budgets, en l'état des niveaux de ressources qui sont les vôtres, dans l'idée de pouvoir continuer à dire que certaines situations sont irrésistibles et imprévisibles, même si c'est qu'on l'obtient pas toujours. C'est un lien évidemment avec la taille de gestion. Il faut interconnecter, il faut améliorer, il faut avoir des bases financières, il faut avoir des équipes techniques. Donc évidemment, les conventions de retour aux communes, la gestion par des petites structures qui n'ont pas toujours la bonne taille, n'est pas quelque chose de très défendable quand on a ces problématiques-là à gérer. Et puis, problème de lien entre qualité et quantité, bien évidemment. J'attire votre attention sur le fait que je vous ai mis à l'écran toute une série de jurisprudences. Et un certain nombre de travaux, parfois, n'incombent pas à la personne responsable de la distribution d'eau. Nous, la CNDACTEX nous dit, oui, mais peu importe, ce n'est pas une force majeure. Pareil pour un certain nombre de contrôles administratifs ou de blocages sur l'utilisation de l'eau. Le fait que j'ai des démarches administratives à faire, c'est pareil, ça n'est pas une. La pollution de l'eau et par les nitrates, je ne peux rien, c'est les agriculteurs. Ce n'est pas non plus irrésistible et imprévisible, ce n'est pas non plus une force majeure. En revanche, l'inertie des collectivités dirigeant un EPIC a pu dans certains cas en être un, par exemple, cour de cassation tout de même. Donc à apprécier au cas par cas. Mais bon, non, la force majeure ne sera pas un édifice derrière lequel on pourra s'abriter trop souvent, trop facilement. Et venons-en maintenant au cœur justement de ces questions d'indemnitaire et surtout du pénal. Bon, l'indemnisation en général, quand on a fait du droit, on se dit alors quoi, quand je suis un usager, il faut prouver une faute, sauf des cas particuliers, et quand je suis pas un usager du service, c'est une responsabilité sans faute. Bon, oui, sauf que d'abord, quand vous avez vos usagers en matière d'eau, vous avez une relation contractuelle avec eux, donc vous avez une obligation contractuelle. Mais cette distinction-là peut être en revanche intéressante dans certains cas, par exemple, si on refuse un permis de construire.
et que le pétitionnaire dit bah, attendez, moi j'étais en zone U, vous me refusez là, tous les autres voisins ils ont eu l'eau et leur piscine, moi et quelques autres on l'a pu parce que là on est en 2024 ou 25 et que avant tout le monde c'était open bar, c'est le cas de le dire. Zut, je demande l'indemnisation. S'ils demandent, ils vont le demander à qui? À ceux qui avaient refusé le permis de construire, quitte à ce qu'ensuite il y ait une action récursoire entre personnes publiques. Je serai dans un cas de responsabilité sans faute ou pour faute, puisque la personne ne sera pas usagère du service des eaux sur un problème d'eau. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est usagère d'un service de délivrance du permis de construire alors que c'est une activité de régulation et pas un service public? La question serait très amusante en droit, je ne sais pas si elle a été réglée, je n'ai pas trop de jurisprudence topique. Mais dans le cas des usagers, qui est le cœur quand même des problématiques quand on est un service des eaux, c'est une obligation contractuelle. C'est l'article 1231.1 du Code civil. Eh ben oui, on applique le droit privé dans les relations avec l'usager. Le débiteur est condamné s'il a lieu au paiement de dommages et intérêts, s'il n'a pas exécuté son obligation, boum. Mais attention, dans ce cas-là, ça sera évidemment la personne en charge de la distribution. Donc, si j'ai une DSP, ça sera en général le délégataire, comme dans l'affaire de la cour d'appel d'Aix-Marseille de tout à l'heure, d'Aix-en-Provence, pardon, de tout à l'heure. Mais souvent, ça conduit à des problématiques de manque d'investissement qui font que lier ceci au mode de gestion est souvent erroné. Même si je suis en DSP, la condamnation du délégataire entraînera une action récursoire vers le délégant sur ses retards d'investissement, sauf concession pure. Bon, enfin, il n'y a plus beaucoup des concessions pures. Donc, avoir ça à la tête. Autre élément, est-ce que ça donne lieu à indemnisation, du coup, quand j'ai une coupure de l'eau ou que je n'ai pas assez de bouteilles? Réponse, oui. Est-ce que je peux faire des bouteilles ou une citerne? La réponse est oui. Est-ce que je peux dire ouais non mais attendez, il y avait une fontaine sur la place du village, qu'est-ce qui m'enquiquine à mettre une citerne? La réponse est non. Le juge nous dit que c'est pas la même chose. Et il y a des vérifications régulières sur les achats de bouteilles et un certain nombre de litres. Alors, est-ce que je peux prévoir dans mon règlement, dans un premier temps ça va être des bouteilles, ensuite je mets, si au bout de quelques jours, si je peux pas faire autrement, je mets des citernes, enfin sous réserve que j'ai tout le matériel, parce que c'est quand même très compliqué tout ça. Il faut l'avoir prévu en amont. Par des marchés qu'on va activer ou pas, des choses comme ça. Ça peut être des réquisitions dans certains cas. À citerne à défaut, et à défaut des citernes peut-être un peu plus distantes si la chose se prolonge. Mais on a très peu de jurisprudence souple pour l'instant, elles sont plutôt inquiétantes, notamment celle que j'affiche à l'écran là, Aix-en-Provence, Reims et Rennes. Et donc, même si je pense que le juge va finir par être plus souple en raison de la multiplication des cas, allez-y progressivement sur ce point. Mais tout ceci, c'est de l'indemnitaire, c'est la collectivité publique qui paye, c'est très triste pour elle, c'est très bien pour l'usager, ok. Mais la question qui va se poser très vite, c'est est-ce que j'ai un risque au pénal? Et là, on en ressort, notre bonne vieille grille de la loi Fauchon, du 10 juillet 2000, article 121-3 du Code pénal. Là, vous voyez, elle s'affiche à l'écran. Dans ce qui est à gauche du tableau rouge et jaune, c'est est-ce que je suis la cause directe du préjudice? Il y a des cas où je peux être la cause directe du préjudice dans la vie publique. Si une cage de foot ou un panneau de basket n'est pas aux normes, si un ralentisseur au sol n'est pas aux normes, on est sur une logique binaire. Je suis aux normes, je suis pas aux normes, et je suis la cause directe du préjudice dans un certain nombre de cas. Et encore. La plupart du temps, le traumatisme crânien, c'est un enfant qui s'est suspendu au panier de basket. Sur un ralentisseur au sol, c'est un motard qui a été trop vite. Mais il y a des cas où on va vers la faute directe. La cause indirecte est souvent le moyen dans lequel on va ensuite nous embêter. Évidemment, on peut penser aux homicides et blessures involontaires, mais évidemment que vous allez, si vous êtes sérieux, travailler avec les CCAS et autres services sur l'identification des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées qui vivent seules, sur l'aide à domicile quand il fait chaud et qu'en plus il y a peut-être des problèmes de coupure d'eau pour s'assurer qu'on a bien une hydratation. Pour les gens qui peuvent pas aller par exemple à une citerne. Donc ça doit être dans votre checklist, ça doit être dans votre tâche. Si vous avez fait ça, il n'y a pas de norme, vous êtes en bas à droite du tableau, vous avez fait votre travail, vous n'aurez pas fait de faute caractérisée si vous avez mis ceci en place, si vous l'avez correctement suivi. En revanche, il y a quelques cas où on est dans l'obligation de respecter une norme. Là, on peut être une cause directe, mais en violation d'une norme de sécurité fixée par la loi et le règlement, qui sont des normes binaires, vraiment, qui sont dans cette hypothèse-là. Mais c'est essentiellement d'apporter l'eau, les citernes et autres. Pour le reste, ça veut dire que pour tous les autres risques, et la pression suffisante dans les poteaux incendie. Parce que le vrai risque, il est surtout sur l'incendie.
Et dans les autres cas, ça veut dire que vous êtes en bas à droite de ce tableau. Pour toutes les autres obligations, ce que j'évoquais sur les PMRO, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Loin s'en faut. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de normes identifiées à respecter. On est sur une obligation de ne pas avoir fait de faute caractérisée. Évidemment, quand il y a un drame, une faute est vite considérée comme caractérisée par l'émotion. Mais tout de même, ça veut dire qu'on a le droit, dans ces cas-là, d'inventer des solutions sur mesure, aussi en fonction de notre situation et de notre budget, du moment qu'on peut prouver qu'on a fait des choses. Alors, si on prend un peu de recul face à tout ça, on fait quoi? Bon, qu'est-ce qui est important, mais qui est à faire sur le long terme, sans que ça soit une urgence immédiate? Peut-être obtenir des évolutions législatives sur l'accès à l'eau, sur des restrictions de débit qu'on peut mettre pour quand il y a des fuites importantes et qu'il y a des gens qui sont pas raisonnables, interconnecter, travailler une échelle géographique pertinente, probablement permettre pendant quelque temps des financements qui sont hors redevance usagée pour avoir de quoi tenir le choc d'investissement qu'on va avoir à porter, et réduire les extensions de réseau. Ça, c'est du long terme et tout de suite. Ce qui est urgent et important, c'est travailler sur l'usage non domestique, y compris dans le règlement de service. Ça change pas grand-chose, mais on peut le faire tout de suite et c'est bon. Vérifier ce qu'il en est des taux de pression sur les poteaux incendies, etc. Voir et adapter le plan hors sec avec le préfet avant qu'à chaque fois on soit sur des étés difficiles et il n'y a pas des crises qu'en été. Et puis un risque important donc sur l'incendie secours, développer les solutions alternatives. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je connais beaucoup de services des eaux qui s'occupent absolument pas de la défense extérieure contre l'incendie, la DECI donc, et qui maintenant s'en occupent parce qu'il y a un lien avec leur métier. Et que là où on peut pas assumer partout la pression, qu'on a des problèmes de rendement et autres, on va être très content de multiplier des petits réservoirs ou autres systèmes pour avoir de l'eau dans différents endroits. Urgent, mais pas forcément important, c'est communiquer sur les solutions en cas de problème. Alors vous allez me dire, pourquoi il nous parle de ça? C'est de la com. Mais non, c'est pas de la com, c'est du droit aussi. En effet, si demain il y a un drame au pénal, ou même une indemnisation devant le juge administratif, et si ça fait 3 ans, 4 ans, que vous avez fait beaucoup de communication sur les solutions apportées en cas de problème, sur l'organisation de ceci, sur l'intégration de ceci dans des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde, vous allez limiter les risques de recours par l'acceptabilité de ce fait que c'est des situations normales qui peuvent arriver de temps en temps. Et quand il y aura des problèmes, y compris au pénal au besoin, vous montrerez que vous n'êtes pas négligent. C'est que la com, c'est que l'organisation, mais ça peut réduire les risques et ça peut améliorer les choses et puis faire un lien avec les schémas et les zonages. J'ajoute aussi d'ailleurs que si vous avez des requérants, il ne faut pas hésiter sur les questions de quantité. Sur les questions de qualité de l'eau, je dirais pas la même chose. Sur ces questions de quantité d'eau, si quelqu'un commence à faire des réclamations et qu'on fait tout de suite un virement pour mettre fin au litige, demain vous risquez d'en avoir 10 000 qui viennent pour demander la même chose. La solution d'aller jusqu'au contentieux, avec l'agacement et la médiatisation qui va avec, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Donc parfois une solution consiste à faire une médiation qui se termine par une transaction qui sera pas confidentielle du côté du vote par la personne publique, mais qui sera dans les clauses vis-à-vis de la personne privée, pour pas qu'on aille demain avoir une com autour de ça qui aurait un effet boomerang. Et là, vous pouvez avoir une gestion intelligente d'extinction des incendies, non pas d'incendies de forêt ou de maison, mais des incendies de recours en matière tarifaire. Et puis, évidemment, travailler sur les schémas et les zonages. Voyons maintenant ce que ça nous donne en termes de force et de faiblesse. Ces problèmes sont évidemment difficiles à gérer, d'accord. Les menaces, c'est responsabilité juridique et tempête médiatique, oui bien sûr. Mais voyons aussi l'aspect positif, il y a des opportunités. C'est enfin l'opportunité que tout le monde se rende compte qu'il faut faire un lien entre urbanisme et eau, même si c'est difficile après quand on revient en commune, oui je sais. Que, deuxième chose, ça permet de conduire les territoires à se rendre compte qu'il faut se structurer à une taille pertinente et avec un certain professionnalisme. Pas toujours compris, mais enfin ça le devient un peu plus qu'il y a 10 ans, je l'espère. Autre force, il y a 2-3 cas médiatiques qui peuvent servir dans beaucoup de territoires à aider à faire évoluer les choses. Et s'il y a un litige, montrer qu'on n'est pas tout seul dans cette situation, ce qui prouve qu'on n'est pas négligent. S'il y a un quart du territoire national est dans la même situation, c'est qu'on n'est pas exceptionnellement négligent. Par contre, évidemment, la faiblesse, c'est que le temps d'adaptation technique et politique est moins rapide que celui du changement climatique et qu'il y a des impacts sur les hausses tarifaires qui sont évidemment à craindre. Voilà. Allez, c'était une vidéo un peu longue sur des sujets compliqués. Et encore, on est passé très très vite sur des tas de choses, j'aurais bien plus à dire. Mais bon, merci d'avoir eu le courage d'écouter tout ceci. Et surtout, bon courage sur le terrain. Merci, à bientôt. Pensez vous abonner, c'est par là. Au revoir.